Et vous l'avez évoqué, notre prochain grand témoin, il a accepté d'être le parrain de cette séquence. Merci donc d'accueillir chaleureusement le président, directeur général de Naval Group, Pierre-Éric Pommelet. Voilà, on va vous passer le micro. Pierre-Éric Pommelet, évidemment, leader européen pour Naval Défense, groupe qui conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Vous fournissez également pour le groupe des services pour les chantiers et bases navales. Vous êtes particulièrement attentif, bien sûr, aux enjeux de responsabilité sociétale des entreprises, des organisations. La vôtre d'abord, celle que vous accompagnez, tout l'écosystème. Mais nous dire d'abord quelques mots, bien sûr, et c'est l'ensemble de votre intervention, notamment sur le fait d'avoir accepté d'être le parrain de cette séquence, et puis vos engagements sur ces sujets de transition dont il va être largement question tout au long de cette journée. Pierre-Éric Pommelet. Merci beaucoup. Bon, bonjour à toutes et à tous, et merci de m'accueillir dans cette ville de La Baule. Et je dois avouer que je n'étais jamais venu à La Baule. Est-ce que c'est imaginable, madame? Est-ce que c'est imaginable? Voilà, mais quand Stéphane Klein m'avait proposé il y a quelques mois déjà d'être parrain, j'étais très honoré et très heureux de pouvoir venir échanger avec vous aujourd'hui. Et dans le cadre de ce que sont les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité sont très chers à mon cœur. Et j'ai eu la chance de faire partie, dans les années 2003-2005, de ceux qui ont structuré les pôles, et en particulier à l'époque, j'étais à Bordeaux, Aerospace Valley. Voilà. Et je garde un souvenir de ce moment-là absolument extraordinaire, et de cette dynamique qu'ont les pôles, de pouvoir rassembler ensemble des partenaires de l'écosystème, du monde des entreprises, grandes et petites, du monde académique, du monde des startups, de l'innovation, des collectivités territoriales. Et finalement, m'avoir proposé de venir, c'était aussi pour moi le fait de revenir passer quelques heures dans cet écosystème des pôles de compétitivité et dans ces moments de créativité, parce que derrière des rencontres comme celle-là, il va se passer beaucoup de choses, aujourd'hui, demain et après-demain. Et je suis sûr qu'aujourd'hui sera le fait initiateur d'innovation et qui fera en sorte que notre industrie sera meilleure demain. Le deuxième point, c'est le thème RIDE, des rencontres pour une industrie durable et éco-responsable, et je le dirai dans mon propos introductif, qui résonne particulièrement avec ce qu'est Naval Group aujourd'hui et ce que nous souhaitons faire dans notre domaine industriel, mais au-delà de ça, qui résonne avec ce qu'est l'industrie et ce qu'elle doit faire pour son développement. J'aime bien ce nom, RIDE, d'ailleurs. Alors on dit RIDE, RIDE, mais RIDE qui évoque, et vous me l'avez dit tout à l'heure, finalement un chemin, un voyage, journey, comme on dirait en anglais, enfin dans des pays anglo-saxons, journey, donc un chemin qui se poursuit pour certains d'entre nous aujourd'hui et qui commence pour d'autres. Voilà, que RIDE soit, donc longue vie à RIDE. 2022, j'espère 2023, 2024, et en tout cas cet événement, voilà, toutes les raisons qui m'ont conduit à accepter avec immense plaisir le fait de venir. Mais aussi, c'est l'occasion de rappeler à quel point Naval Group est attaché aux 5 axes du manifeste pour une industrie éco-responsable et qui est porté par le pôle EMC2. Alors, je vais vous les rappeler. Le premier axe, l'industrie devra être sobre et écologique. Alors ça peut paraître une évidence aujourd'hui, à la fois dans le discours industriel, dans le discours éducatif, dans le discours public. Ça ne l'était pas encore il y a quelques années. C'est plus une question. Hein. Notre industrie, pour se développer, devra être sobre et écologique. Mais elle ne pourra l'être que si nous sommes capables de porter des innovations, des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes. En être convaincus, mais ça, je vous assure que les nouvelles générations nous aident à être convaincus avec une rapidité encore plus forte que celle qu'on avait il y a quelques années. Mais en être convaincu veut dire aussi qu'il faudra investir dans ce domaine. Être sobre, ce n'est pas uniquement une clameur, ce sera aussi des façons de faire, des comportements, des innovations, et qui seront portées, entre autres, par le fonctionnement collaboratif qu'on verra dans cette journée. L'industrie devra être centrée sur l'humain, deuxième axe. C'est une évidence. Vous savez, chez Naval Group, mais comme dans beaucoup d'autres, je dirais la plupart de nos industries, toutes nos industries manufacturières, la santé et la sécurité des collaborateurs, d'une part, nous aussi, n'est plus une question. On doit rentrer dans l'usine en ayant l'absolue conviction
qu'on en sortira dans le même état physique qu'on est rentré. Et ce sujet, qui est d'ailleurs porté chez Naval Group comme un des axes de transformation, nécessite lui aussi des changements comportementaux, des innovations, des façons de faire, des moyens, mais aussi beaucoup d'attention de la part du management, centré sur l'humain. Mais centré sur l'humain, c'est aussi dans les processus, dans la transformation digitale, j'en dirais 2 mots, et dans ce qui fait à la fin la force d'une entreprise, parce qu'une entreprise est industrielle, n'est que la somme de la valeur ajoutée de l'ensemble des hommes et des femmes qui la constituent, centrée sur l'humain. Une industrie efficiente et innovante. Alors c'est à la fois une obligation de survie, mais c'est aussi une force, et une force de nos entreprises françaises. Finalement, on arrive à être positionné sur nos marchés français, internationaux, parce qu'on innove, et parce qu'on amène une valeur ajoutée supérieure à celle de nos concurrents. On est tous en concurrence dans nos domaines. Et cette industrie innovante et efficiente, là aussi, nécessite du collaboratif, nécessite beaucoup plus d'innovation au jour le jour, et des rencontres comme aujourd'hui peuvent le développer. L'industrie sera stratégique et souveraine, c'est le 4e axe. Alors là aussi, quelle anticipation. Aujourd'hui, on parle plus que jamais de souveraineté. On en a parlé au moment du Covid, on en parle bien évidemment dans la situation de conflit que l'on vit aujourd'hui aux frontières de l'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté? Ça veut dire être maître de son destin d'une manière ou d'une autre. La mondialisation, certes, elle apporte de l'efficacité, elle apporte du développement, elle apporte de la croissance, mais ne jamais oublier que la dépendance extrême pose un problème à terme, surtout, et on le voit aujourd'hui avec la crise des matières premières ou la crise des composants, si on a perdu des zones de souveraineté. Donc la souveraineté, la stratégie est au cœur des politiques industrielles et au cœur des politiques d'innovation. C'est un des axes du manifeste de EMC2. Et puis le 5e, l'industrie devra être collaborative et solidaire. Solidaire entre les générations, solidaire évidemment dans son fonctionnement, solidaire dans ses sociétés, mais collaborative. Alors là aussi, c'est pas qu'un grand mot. Le Covid, encore une fois, cette crise sanitaire nous a montré tout l'intérêt de ce qu'on a appelé le télétravail, moi, de ce que j'appelle du fonctionnement collaboratif de l'entreprise, la capacité à être ensemble quand il faut être ensemble, à pouvoir être en distanciel. Finalement, on l'était déjà, mais on sait maintenant qu'il faut le développer de plus en plus, tout en gardant, et je crois que votre présence nombreuse aujourd'hui le démontre, tout en gardant à l'idée que, alors ça c'est une conviction personnelle, à la fin, le fait créateur, l'instant d'innovation, ce moment où l'idée germe, finalement est souvent un instant de rencontre et de rencontre physique. Alors je ne nie pas que la rencontre virtuelle, que le travail collaboratif absolument nécessaire permet aussi, mais en tout cas, mon expérience, alors je commence déjà à être d'une génération, je ne vais pas en parler vu tous les jeunes qui sont là, mais quand on regarde ce qu'on a fait et quand on se rappelle les moments d'instant créatifs, ce sont essentiellement des moments de rencontre physique. Et c'est pour ça que dans ce monde du télétravail et du virtuel, finalement vous êtes venus à Ride parce que vous savez aussi que c'est dans ces moments-là qu'on va se rencontrer et que le collaboratif va amener de l'innovation. Alors, concepteur, intégrateur, vous l'avez dit, de navires de combat, on se rappelle ce monde de la défense qui est intégralement partie du développement durable. Là aussi, permettez-moi un petit plaidoyer pro-domo, parce qu'on a trop souvent entendu ces dernières années le fait que la défense, c'était mal. Voilà. Et que l'industrie de défense devait être exclue des financements, ça s'appelle la taxonomie, certains d'entre vous en ont entendu parler. Beaucoup d'entre vous savent ou ne savent pas que l'année dernière encore, il y avait des tentations d'exclure l'industrie de défense de certains types de financements, d'exclure l'industrie de défense du développement durable. Alors on pourrait se dire que depuis le 24 février, ça a changé, c'est une tendance de fond. Et donc permettez-moi ce plaidoyer aujourd'hui de rappeler qu'une industrie, qu'un pays qui cherche une souveraineté, qui veut exister dans le monde de demain et qui veut exister de façon durable, elle doit être capable de se protéger. Elle doit être capable de se protéger évidemment en interne, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. C'est sûr que les événements, la guerre en cours du 24 février, depuis le 24 février, mais en fait quand on regarde l'histoire, la suite des conflits récents, nous montre à quel point une industrie de défense souveraine est importante tout simplement pour protéger nos sociétés demain. J'y reviendrai à la fin parce que je pense qu'il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on le clame et il faut qu'on en soit fier. Parce que nous avons en France une industrie de défense souveraine et forte, capable de protéger
notre pays, capable de protéger les pays alliés et capable aussi de se projeter et d'offrir évidemment des opportunités pour la jeunesse de demain. Alors, finalement, j'ai un peu perdu, en fait, j'ai dit des choses qui ne sont pas dans mon discours, donc je vais me ramener sur le discours, mais et rappeler que nous avons signé, de même que 79 signataires, le manifeste pour une industrie éco-responsable. Et vu tout ce que je vous ai dit, ça ne vous étonne pas, et dans un souhait de développer et de poursuivre finalement notre développement. Alors, juste rappeler quelques engagements de Naval Group dans ce domaine. Là, je vais vraiment revenir sur le sujet de nos rencontres, de notre chemin, de notre journey d'aujourd'hui. Tout d'abord, l'éco-conception. Je vais citer 3 domaines, l'éco-conception, le verdissement de nos technologies, ou tout au moins de notre côté éco-responsable, et puis la diversité et l'inclusion. Alors tout d'abord, l'éco-conception. Depuis pas mal d'années maintenant, et là je salue toute l'action de la direction technique, et permettez-moi de le citer, Éric Papin, directeur technique de Naval Group, et qui nous a amenés sur ce chemin absolument indispensable de l'éco-conception de nos produits. Éco-conception, c'est d'être capable de se projeter depuis le développement, la R&D, jusqu'à la phase évidemment de production et ensuite de maintien en service, dans la compréhension de tous les phénomènes finalement qui vont amener à réaliser l'objet et ensuite à être capable de le faire vivre, de le faire durer de manière raisonnable, de manière raisonnée et évidemment de s'occuper de son démantèlement après. Alors pourquoi c'est important pour Naval Group ? Parce que nos cycles sont absolument considérables. Je vais juste donner quelques exemples de dates de ce temps long qui nous caractérise. Nous sommes en train de réaliser les études, le développement de nos sous-marins nucléaires de 3e génération. Alors, 3e génération, des sous-marins qui apportent à la France cette force de dissuasion, dont on a pas mal parlé d'ailleurs ces dernières semaines, donc capacité de protéger notre pays vis-à-vis d'agressions dans le cadre de la stratégie de dissuasion. La 2e génération est en service et la 3e génération est en cours de réalisation. Alors, on a commencé des études amont il y a déjà plus d'une dizaine d'années, 10-15 ans. On est en phase de développement. Le premier navire sortira de notre usine de Cherbourg au milieu de la décennie prochaine, 2035. Le dernier navire de la série, on va en fabriquer 4, sortira en 2050. Et il sera en service jusqu'en 2090. Alors ça peut vous paraître loin, mais finalement c'est ce qui s'est passé sur les générations précédentes. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, en termes de temps, il faut imaginer que le grand-père du commandant du dernier bateau en service n'est sans doute pas né. Voilà, ça nous projette un peu sur l'avenir. Mais qu'il va nous falloir évidemment entretenir produits et compétences pour durer. Donc l'éco-conception, dès le début, s'inscrit dans du temps long, capable de se dire que dans ces années-là, nous aurons les moyens de soutenir et de démanteler de façon économe, de façon éco-responsable ces produits. L'éco-conception dans une activité comme la nôtre est absolument indispensable du début à la fin. Énormément d'initiatives ont été menées, nous allons continuer. La plupart, plus de la moitié maintenant de nos développements sont vraiment dans des processus d'éco-conception dès le départ. Il y en a encore du legacy, c'est-à-dire qu'évidemment on a encore des produits qu'on a développés il y a un certain temps et sur lesquels on travaille. Mais là nous avons pris des engagements extrêmement forts pour développer ces méthodes et ces pratiques dans l'intégralité de nos développements pour ce cycle de vie au temps long. Le deuxième, c'est notre impact sur l'environnement. Nous faisons des navires de défense, des navires militaires. Mais ça ne nous empêche pas, bien évidemment, de regarder l'impact environnemental de nos navires. Au contraire même, je vous ai parlé de cette industrie durable, de cette industrie qui se veut attractive, j'en dirai 2 mots. On voit bien que les jeunes générations, de toute façon, ne se posent même plus la question et il nous faut les accompagner. Les sujets d'efficacité énergétique sont des sujets extrêmement importants pour nos navires. Nos sujets d'impact sur l'environnement. Évidemment, nos navires sont là pour défendre nos pays, nos territoires, mais la plupart du temps, ils vont avoir des missions d'entraînement, des missions de présence, de sécurité. Il faut qu'on s'assure, mais que, par exemple, le traitement des effluents est au meilleur niveau de traitement environnemental, que la présence d'un navire militaire à quai ne va pas polluer l'environnement à la fois aquatique et aérien par les métaux. Donc l'efficacité énergétique, les systèmes de propulsion, pour aujourd'hui et pour demain, sont au cœur
alors d'une stratégie qu'on a appelée Blue Chip, qui est un des axes fédérateurs de Naval Group et qui nous amène justement sur tous ces sujets d'améliorer l'empreinte énergétique et l'empreinte écologique de nos navires. Pas parce qu'on est une activité de défense qu'on en est exclu. Au contraire même, comme dans bien des domaines, il faut que l'on soit à la pointe de l'innovation. Alors, là aussi, permettez-moi un petit plaidoyer. Nous sommes quand même une entreprise qui réalisons des navires de très grande taille à 0 émission. Voilà, des très grands sous-marins et des très grands porte-avions. Voilà, parce que la propulsion nucléaire est dans ces domaines militaires une propulsion absolument propre en termes d'émissions, 0 émission. Un porte-avions émet rien puisqu'il est propulsé et alimenté par son réacteur nucléaire. Voilà. Donc ça, c'est aussi un petit plaidoyer pour un domaine industriel qui nous est cher et qui est contributif, hein, comme on le voit dans les politiques publiques aujourd'hui, à l'efficacité énergétique globale et à la capacité de réduire de façon extrêmement importante nos émissions de CO2. Et le troisième domaine que je voulais commenter, je vais terminer par celui-là, c'est celui de la diversité et l'inclusion. Une entreprise de défense est par définition une entreprise financée par la société qu'elle sert. Voilà, nous sommes redevables de notre société. Et une industrie de défense, on en parlait avec vous, ne peut pas être uniquement le reflet d'une certaine partie de la population. C'est-à-dire, quand on rentre dans une usine de Naval Group et tant qu'on sort d'une usine de Naval Group, on a 11 ou 12 sites, 11 sites en France, mais il faut qu'on voit la même chose, il faut qu'on voit les mêmes personnes, les mêmes populations. Et là, il nous faut progresser. Alors évidemment, il y a le sujet de la parité homme-femme, qui est une vraie question pour des entreprises industrielles comme la nôtre, là aussi, et pour des raisons de compétences. On ne peut pas s'affranchir de la moitié des compétences de l'humanité. Voilà. Et il n'y a aucune raison pour que nos métiers industriels, et je suis sûr que des journées comme aujourd'hui vont y contribuer, n'amènent pas une attractivité pour les jeunes filles pour venir travailler dans l'industrie. On souffre, hein, l'industrie souffre d'un manque d'attractivité. Ça peut paraître étonnant hein, quand on voit ce qu'on est capable de faire et quand on voit ce qu'on est capable d'apporter à la société, mais nous souffrons d'un manque d'attractivité et alors vis-à-vis des jeunes filles, c'est encore pire. Voilà, donc la diversité et l'inclusion pour des entreprises comme les nôtres sont au cœur des problématiques de RSE, responsabilité sociale d'entreprise, et au cœur de nos actions. Et c'est vital. Vital. Si on veut être capable d'entretenir des sous-marins jusqu'en 2090, il va nous falloir être capable d'accueillir des compétences, et des compétences qui viennent de l'intégralité de la société de nos pays, en particulier de la France, et évidemment d'être beaucoup plus acteurs, actifs, vis-à-vis des jeunes générations et vis-à-vis des jeunes filles qui peuvent travailler dans nos pays. Il y a des carrières absolument exceptionnelles dans Naval Group. Nous avons, et je vais terminer avec ça, nous avons la championne de France de soudage, Déborah Corrette, sur notre site de Cherbourg, et qui va aller concourir bientôt pour le championnat du monde de soudage. Voilà, c'est une jeune fille d'un peu plus de 20 ans et qui est arrivée, quand on discute avec elle, c'est une passion absolue et c'est un peu un emblème de ce que les jeunes filles peuvent faire chez nous, y compris dans des métiers qui peuvent être identifiés plutôt à des professions masculines. Voilà quelques thématiques qui rebondissent finalement sur ce que fait Naval Group et nos engagements dans ce domaine-là. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et cher Stéphane, t'avoir convaincu que, évidemment, quand tu m'as proposé de venir, voilà, ce n'était pas juste un oui, c'était un oui franc et massif pour porter ce message, pour rester avec vous, pour écouter aussi et être dans une logique apprenante, parce que je vais rester avec vous ce matin. Voilà, la date a été particulièrement bien choisie, voilà, et je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je vous souhaite une fantastique journée de ride. Merci. Pierre-Éric Pommelet, président directeur général de Naval Group. Merci beaucoup, monsieur Pommelet.